J'adore. Super. Alors, quelle est la suite alors? Dis-moi. Maintenant, on va voir comment travailler les sculpteurs. Et pour ça, on va prendre notre petit escalier. On fait comme les seigneurs de cet hôtel particulier. Hein. Ça a été bâti par la famille Hennequin, l'endroit où nous nous trouvons. D'accord. Et on va prendre le petit escalier. En colimaçon, comme d'habitude. On aime bien. Hein. Ok, donc ici, l'art de sculpter, c'est bien ça. Eh ben oui, tout à fait. Là, on réunit en fait nos sculptures du XVIe siècle à Troyes, celles qui ne sont plus dans les églises en tout cas, et on en a beaucoup. Alors déjà, l'écrin en fait de cette collection, ça reste l'hôtel particulier construit par les Hennequin, donc dans les années 1540. Et on a notamment gardé de cette époque cette très très belle cheminée. La cheminée d'ailleurs où on voit le blason de la famille des Hennequin. On dit qu'il est verré d'or et de sable, c'est comme ça qu'on dit qu'il a ces petits motifs jaune et noir. Et on a cette cheminée avec tous les décors de la dernière mode du XVIe siècle, parce que la mode ça date pas d'hier, et il faut montrer qu'on maîtrise, qu'on connaît l'art sur le bout des doigts et qu'on va faire venir les artistes dernier cri. Oh là là. Ouais, si t'étais pas à la mode dans le temps, t'étais un has-been. Bah déjà, voilà, surtout quand on avait de l'argent et que tes voisins t'espionnaient d'ailleurs. En plus. Alors, l'art de sculpter à Troyes à la Renaissance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va aller le voir tout de suite. À Troyes, on aime bien dans la sculpture et dans le vitrail les petits éléments pittoresques, les choses qui vont vraiment attirer le regard. C'est un peu un art du détail. Et c'est tout à fait ce qu'on a avec ces deux très très belles statues de la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus dans ses bras. Si on regarde celle-ci, qui provient d'un prieuré de Troyes, on voit tous ces beaux cheveux ondulés comme ça, de manière très très appuyée, qui redescendent jusqu'à la ceinture. On voit cette très belle ceinture qui est nouée ici avec des petits plis qui sont très bien sculptés. Ah, effectivement. Et puis et on voit même le petit bijou qu'elle a, même le petit col de sa chemise. Il y a absolument tout qui est représenté. Et c'était ça qui plaisait à l'époque. Hein. C'était ces détails un petit peu pittoresques. On voit aussi la bordure de sa robe là. Effectivement, elle est magnifique. Qui est sculptée comme si c'était une bordure. C'est vrai, de bijoux. J'adore. Ouais, c'est vrai qu'on dirait que. Et depuis quelle année donc ça? Depuis Alors 1510, c'est ça, vers 1510, ouais, on est dans les premières années du XVIe siècle ici. Et juste à côté, on a une autre statue de la Vierge qui vient d'un petit village de l'Aube. Et là, on voit ce que ça donnait quand les sculpteurs peignaient leurs statues, hein, quand les commanditaires des églises disaient qu'ils voulaient des statues en couleur. Et on voit effectivement, alors là, elle s'est abîmée évidemment, la couleur depuis, mais on voit à quel point c'était vivant. Et on voit aussi le petit visage bien joufflu de l'enfant Jésus, parce qu'à cette époque-là, on savait pas très bien représenter les bébés, hein, donc c'était parfois un peu caricatural. C'est joli, hein. Donc 1510, ça veut dire, ça fait maintenant plus de 500 ans. Ça fait plus de 500 ans. Ça fait plus de 500 ans. Ça tient plutôt la forme quand même. Dans le temps, quand ils construisaient quelque chose, ça tenait. Hein. Ça tenait, c'est oui. pas... Tant qu'on l'abandonne pas sous la pluie, la pierre... Ça dure pas 5 ans comme aujourd'hui, quoi. Et on va raconter une autre histoire. Ah ouais, l'histoire de la Vierge Marie. Alors... l'histoire, c'est celle de Sainte Marguerite. Sainte Marguerite, c'est une dame qui habite en Syrie au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc on est au tout début du christianisme, à l'époque où les chrétiens n'ont pas encore le droit de pratiquer leur religion. Et Sainte Marguerite, elle va refuser les avances d'un roi de la région qui va l'enfermer en prison. Et dans sa prison, elle va être tentée par le démon qui s'approche d'elle sous la forme d'un dragon. Et le dragon va même vouloir manger Marguerite. Marguerite va finir à l'intérieur du dragon. Et en fait, comme elle est plutôt badass, elle va lui transpercer le ventre avec une croix qu'elle porte autour du cou. Wow. Et là, on voit Sainte Marguerite hissant du dragon. Hissant du dragon, ça veut dire sortant du dragon. Hein. C'est un verbe un petit peu ancien. Et on la voit, elle est toute proprette avec ses très belles mains, sa belle robe.
robe, ses beaux cheveux, et elle sort du dragon qui a l'air complètement KO, hein, avec, on voit même la petite langue qui sort. Alors on peut c'est se joli, dire que les Troyens de l'époque, ils se seront amusés à prier Sainte Marguerite et à regarder le dragon Se faire défoncer la tronche. complètement. Un dessin animé de Tex Avery. C'est ça. C'était les BD de l'époque. C'était complètement les BD de l'époque, avec même un peu d'humour parfois. Excellent, j'adore. Et là, on a aussi ce petit groupe très joli. On a de la chance puisqu'en fait, il y avait donc ces deux statues en fait qui étaient séparées. Nous, on avait donc c'est une statue de Sainte Anne qui apprend à la Vierge à lire. Alors malheureusement, on n'a plus les bras avec le livre qu'elle portait, mais elles sont. Il y a de très très jolis détails. Et en fait, nous, on avait conservé cette statue de la Vierge. On voit la belle bordure de la robe. On voit même une petite aumônière qu'elle porte. L'aumônière, c'est un peu le porte-monnaie de l'époque. Alors évidemment, la Vierge Marie, la vraie, elle avait vécu sans doute assez pauvrement, mais en fait au XVIe siècle on veut la représenter comme si c'était une princesse, donc c'est pour ça qu'on a tous ces beaux détails. Et la statue de Sainte Anne, elle était conservée au musée du Louvre jusqu'en 2011, et en fait le dépôt du Louvre a très gentiment accepté de nous la prêter pour une longue durée, une durée indéterminée, au musée de Troyes. Comme ça on a pu réunir la Vierge et sa maman, ce qui est quand même, c'est beau, pas mal. C'est magnifique. Et voilà. Que de belles histoires. Alors on pourrait raconter des tas d'autres choses, mais moi il y a une sculpture qui me plaît beaucoup et qui est juste là. Oui, effectivement, elle est belle. Une sculpture d'une femme qui en impose plutôt. Et cette femme, c'est la Sibylle d'Europe. Alors qu'est-ce que je suis en train de raconter? Les Sibylles, c'était des prophétesses de l'Antiquité. C'était des sortes de prêtresses qui délivraient des prophéties, donc qui prédisaient l'avenir. Alors ces prophéties, on leur faisait parfois dire un petit peu ce qu'on voulait, mais en tout cas, à la Renaissance, les savants étaient persuadés que ces Sibylles, elles avaient prédit la venue de Jésus sur terre. Ce qui était paradoxal parce que c'est des prêtresses païennes, c'était des prêtresses, des différents dieux de l'Antiquité, mais ils étaient persuadés, ces savants de la Renaissance, que dans l'Antiquité, elles avaient quand même eu le pressentiment de la venue du Christ. Et souvent, on faisait des groupes de Sibylles avec plusieurs d'entre elles qui avaient chacune un costume particulier pour les singulariser les unes par rapport aux autres. Et quand on voit ce costume, on voit vraiment toute la beauté de ses accessoires, avec le gros collier qu'elle porte au-dessus de la robe, avec d'ailleurs un immense décolleté. Alors elle portait sans doute quelque chose dessous. J'imagine. On voit aussi la très très belle aumônière qui pend là à droite, l'espèce de petite poche qu'on accrochait, qui est vraiment belle. Et même son épée, on voit qu'on aimait tellement les détails pittoresques, un peu anecdotiques comme ça dans la sculpture, que l'épée elle est quasiment trop grande pour Sam. Mais c'est vraiment un très très bel ensemble. Et aujourd'hui, alors on sait que cet ensemble il a été produit donc pour l'abbaye de Larivour dans l'Aube, et on a dispersé ensuite après la Révolution toutes les statues de cet ensemble. Nous on en a deux. Il y en a une au musée national de la Renaissance au château d'Écouen près de Paris, et il y en a encore d'autres à l'étranger. Donc on a de la chance d'en avoir conservé une quand même. Ouais, effectivement. C'est la classe. Et alors on va terminer sur deux sculptures qui sont parmi les plus belles du musée. Oui, c'est joli. Là on a un peu le best-of, on a presque gardé le meilleur pour la fin. Là ici on a une Pietà, une statue donc où il y a la Vierge Marie qui reçoit son fils Jésus mort dans ses bras, et on voit vraiment la tristesse qui accable ces personnages, et avec d'ailleurs les bras et les jambes de Jésus, même le cou de la Vierge, qui sont beaucoup plus longs que un corps véritable en fait. Quand on regarde d'un peu loin, on aime bien à cette époque, les artistes ils aiment bien faire des corps très très allongés. C'est ce qu'on appelle le maniérisme, c'est le mouvement artistique de cette époque, et cette statue elle le montre très très bien.
Ouais, bah, Et de l'autre côté, alors c'est pas toujours très drôle ce qui se passe autour de la mort du Christ, on en parle beaucoup quand même dans les églises, mais ça reste toujours très beau. On a ces belles statues qui montrent donc la Vierge Marie qui est toute triste puisqu'elle est agenouillée alors que son fils vient d'être crucifié. Il faut imaginer qu'il y avait une croix. Qu'il y avait une croix, personnage. Et de l'autre côté, on a Saint Jean qui était un peu comme le meilleur ami du Christ, qui est là aussi à accompagner sa mère. Et on a ces deux personnages très beaux qui ont été faits par un personnage qui s'appelle Dominique Florentin, un très bon artiste qui travaillait aussi pour la cour, pour le roi, à Fontainebleau, chez François Ier et chez Henri II. Et il porte ces très très beaux drapés, ces personnages qui sont froissés comme ça. Il y a des petits froissements, des ondulations qui sont vraiment des choses très virtuoses qu'il faut regarder. Et il faut imaginer que tout ça, c'était perché sur une immense galerie, une galerie qu'on a représentée ici en photo, une galerie avec des arcs comme ça, qui était dans une église. Les deux petits personnages, ils étaient là et là, puis il y avait donc, le crucifix entre les deux. Et tout ça, c'était sur ce qu'on appelle un jubé. Un jubé, c'est une galerie dans une église que souvent on a détruit, c'est pour ça qu'on ne sait plus trop ce que c'est en France. Un jubé, c'est une galerie qui, dans les églises, marquait la séparation entre l'endroit où il y avait les fidèles et l'endroit où il y avait les prêtres. Alors souvent, on les a détruits en France, mais il y en avait un très très beau à la collégiale Saint-Étienne de Troyes, une église extraordinaire qui a malheureusement disparu à la Révolution et qui était la chapelle du palais des comtes de Champagne. Donc une des églises les plus riches de la ville. Même quand il y a plus de comtes de Champagne, eh bien les chanoines, les prêtres qui faisaient vivre cette église, ils continuaient à être très riches et à pouvoir se payer des sculptures aussi belles que celle-ci. J'avoue, c'est beau, c'est magnifique. Eh ben, c'est vraiment un grand honneur. Et alors, et celle derrière, alors vas-y, explique-nous un peu celle derrière. Celle-là, elle est magnifique. C'est un peu la même histoire en fait, on raconte les choses dans le désordre, mais donc Jésus il a été crucifié et après eh bien on va l'ensevelir, on va le mettre dans son tombeau. Et tout autour, on voit tous ceux qui ont suivi Jésus qui sont dans le désespoir, avec Joseph d'Arimathie, avec Marie, mère de Jacques, Marie Salomé, la Vierge Marie évidemment, Marie-Madeleine. Là on voit Saint Jean qui est derrière en train de soutenir le bras de la Vierge Marie, sa maman qui vient de perdre son fils. Et là on a Marie-Madeleine qui est très belle, qui était une prostituée, et donc on la représente toujours très très jolie. La femme de Jésus, c'est bien ça, non? Mais non, ça, il y a que certaines personnes qui racontent ça, et c'était pas celle qu'on a le plus souvent trouvée quand même dans les versions. Et on sait pas non plus à quelle époque ça a été écrit. Mais en tout cas, donc elle porte dans la main en fait ce qu'on appelle un petit pot à onguent, des aromates en fait qu'on apportait pour ensevelir le Christ, parce qu'il a été enseveli avec des rituels qui étaient ceux de l'époque, et donc elle apporte des aromates pour le rite funéraire. Et ce qui est très beau dans cette statue, dans cet ensemble de statues qui a été fait pour l'abbaye de Montier-la-Selle, c'est encore une fois ces petits vêtements qui sont drapés, qui ont tous des petits plis. Regardez le joli nœud de ceinture. Ici c'est très joli sur cette robe là. On voit là la ficelle en fait qui retient la cape, le manteau derrière, qui vient appuyer sur le col de la chemise. Le petit bouton, là encore les petits nœuds. C'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment c'est ce genre d'effet virtuose que ce sculpteur aimait bien. Le sculpteur il s'appelle Claude Bordeaux. Parce que petit à petit, on arrive à redécouvrir qui sont les artistes qui ont fait ces œuvres. On arrive parfois à comprendre leur vie privée, on sait où est-ce qu'ils se marient. Et petit à petit, on arrive à retrouver l'identité de ces artistes. Totalement d'accord. Eh ben, franchement, magnifique. Et ben voilà. On arrive au bout du parcours du musée, mais qu'on a fait au pas de course. Donc vraiment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir à Troyes et puis à visiter le musée. Et un peu plus lentement, il y a de très très belles choses à voir. Je tiens à vous dire franchement, merci à toi Thomas. Avec grand plaisir, merci à toi. Franchement, t'as vraiment géré l'affaire. C'est vrai que ma chaîne à moi, c'est très rapide, comme ça au moins les gens ils ont un petit aperçu, ils aiment ça. Et après, si vous aimez réellement ça, venez à Troyes et venez justement à ce musée, vous allez kiffer.